Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, nous allons étudier les mécanismes impliqués dans la motricité volontaire. C'est-à-dire, concrètement, comment on est capable de bouger d'une manière volontaire une partie de notre corps. Donc il s'agit tout d'abord de ne pas confondre mouvement volontaire et réflexe. Un réflexe, c'est une réponse stéréotypée face à un stimulus donné. Par exemple, imaginons que j'ai les jambes croisées et que je tape avec un petit marteau sur mon tendon rotulien. Mon quadriceps va se contracter, entraînant l'extension de ma jambe. Eh bien, pour ce mouvement-là, je n'ai rien demandé. Il s'est fait de manière complètement automatique. C'est ça un réflexe. En revanche, pour un mouvement volontaire, c'est complètement différent, puisque c'est le cerveau qui va élaborer la commande du mouvement, et cette commande va, du coup, dépendre de multiples échanges d'informations, et va résulter d'une intégration de plein de données différentes. Alors, comme je viens de le dire, le centre nerveux à l'origine d'un mouvement volontaire, c'est le cerveau. Du coup, il est nécessaire de comprendre un petit peu comment notre cerveau est fait. Vous avez ici à gauche un schéma de côté d'un encéphale humain, et à droite le même encéphale, mais en coupe sagittale. Bon, l'encéphale, en gros, c'est l'ensemble des structures nerveuses situées dans la tête, ce qui implique le cerveau, bien sûr, mais aussi le cervelet et le bulbe arachidien. Le bulbe arachidien, au passage, c'est ce qui fait la jonction entre le cerveau et la moelle épinière, donc la moelle épinière qui se prolonge dans la colonne vertébrale. Si on s'intéresse uniquement au cerveau, on distingue les structures nerveuses qui se trouvent au centre, ici, de ce qu'on appelle les hémisphères cérébraux, qui se trouvent plus en périphérie. Ces hémisphères recouvrent vraiment la totalité des autres structures. Du coup, lorsqu'on regarde un cerveau humain, extérieurement, on ne voit que. C'est d'ailleurs les hémisphères cérébraux qui apparaissent comme plissés par ce qu'on appelle les circonvolutions. Les hémisphères cérébraux présentent, comme la moelle épinière, deux types de matière. La matière grise, encore appelée cortex, qui contient les corps cellulaires des neurones, et la matière blanche, qui contient uniquement les axones des neurones, et donc les cellules gliales, qui sont des cellules non nerveuses. Le cortex, il est séparé en plusieurs zones, qu'on appelle des lobes. Et chacune de ces zones a ses propres spécificités. On a le lobe frontal, vers l'avant, au niveau du front, le lobe pariétal, un petit peu plus à l'arrière, et sur les côtés, le lobe occipital, qui se trouve tout à fait à l'arrière du crâne, et enfin le lobe temporal, qui lui se trouve au niveau de la tempe. Pour connaître les spécificités de chacune de ces zones, on peut faire deux choses. Premièrement, on peut étudier des patients présentant des lésions au niveau du cortex. Donc imaginons qu'ils ont eu des AVC ou des traumatismes. Et dans ce cas-là, il suffit de mettre en relation la localisation de la lésion avec les symptômes. Par exemple, si on étudie un individu qui a un AVC dans le cortex occipital et qu'il en est devenu aveugle, on pourra en déduire du coup que c'est bien cette zone-là du cortex occipital qui est impliquée dans la vision. La deuxième méthode, c'est le fait d'utiliser une IRM fonctionnelle, donc encore appelée IRMF. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? En fait, dans une IRM classique, on est capable de voir finement les différentes structures qui se trouvent à l'intérieur de nous. À l'aide de l'IRMF, on se focalise sur les flux sanguins. On peut en effet savoir quelles sont les zones du cerveau qui sont davantage irriguées, et les zones du cerveau qui le sont moins. On suppose que ce sont les zones irriguées qui travaillent le plus. Du coup, on peut en déduire en direct les zones du cerveau qui bossent et celles qui bossent pas. Alors, il suffit de demander par exemple au patient de bouger la main gauche pour connaître l'emplacement de la zone impliquée dans le mouvement. Oui, c'est assez magique comme truc. Et donc, à l'aide de cet outil, on a donc pu se rendre compte que notre cortex droit prenait en charge, en fait, les mouvements de toute la partie gauche de notre corps. On a une espèce d'inversion, comme ça. Et donc, inversement, donc le cortex gauche, lui, va plutôt contrôler la partie droite de notre corps. Et surtout, toujours grâce à l'IRMF, on a pu connaître l'emplacement exact de la zone du cortex impliquée dans la motricité volontaire. Il s'agit de cette zone-là, qui se trouve à la limite postérieure du lobe frontal. Et cette zone, on l'appelle donc naturellement le cortex moteur. Ensuite, on a cherché à avoir une cartographie précise de ce cortex moteur. Et pour cela, on a pris des singes que l'on a endormis. On leur a découpé tranquillement la calotte crânienne pour découvrir le cortex moteur qui se trouvait en dessous, et à l'aide d'un petit stylet électrique, les scientifiques se sont amusés à titiller différents points du cortex moteur pour voir ce que ça faisait. Et là, truc de dingue, ils se sont aperçus que pour chaque zone du cortex moteur qui était titillée, ça faisait réagir une zone bien précise du corps. Donc par exemple, si on excite cette partie-là, hop, on voit la main bouger. Si on titille ici, c'est le pied qui va se contracter. Si on met le stylet là, c'est le visage, etc. Et donc à l'aide de ce dispositif, on a donc pu tracer une carte complète du cortex moteur.
qu'on appelle carte motrice et qui ressemble à peu près à ça. Et là, on se rend compte que les surfaces sur le cortex ne sont pas proportionnelles aux zones du corps qui sont contrôlées. Par exemple, on voit bien que, là, sur ma carte motrice, il y a des zones très grandes dévolues au contrôle des mains, alors que les mains, elles prennent pas un volume de malade à l'échelle de mon corps. En fait, la taille de la zone sur la carte motrice va dépendre non pas de la taille de la zone contrôlée, mais de la finesse de la mobilité de la zone. C'est pour ça que les zones qui ont une mobilité importante, comme les mains, pour manipuler des choses, le visage, pour les expressions faciales, etc., et la langue, pour parler, sont surreprésentées dans cette carte motrice. Voilà, on a vu quelle était la zone qui élaborait le message nerveux, voyons maintenant quel chemin il emprunte. En fait, le message nerveux va ensuite, une fois élaboré, transiter par le bulbe arachidien. Et c'est d'ailleurs là que les fibres nerveuses se croisent. On a les fibres nerveuses émanant du cortex gauche qui vont se retrouver à droite, et inversement. Ensuite, les fibres nerveuses empruntent la moelle épinière. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que lorsque la moelle est coupée, les messages moteurs n'arrivent plus jusqu'à leur destination. En effet, lorsque la moelle est lésée au-dessus des épaules, on dit que la personne devient tétraplégique, parce qu'elle perd l'usage de ses 4 membres. Tandis que lorsque la moelle est coupée au milieu de la colonne vertébrale, l'individu devient paraplégique et perd seulement l'usage de ses jambes. Les axones des neurones cervicaux vont donc descendre dans la moelle épinière, puis ils vont faire une synapse, donc une connexion nerveuse, avec les neurones moteurs, encore appelés motoneurones, de la moelle épinière. Et là, chaque motoneurone va émettre un axone qui va aller jusqu'au muscle ciblé. Et s'il y a une information nerveuse qui est émise par le cerveau, celle-ci va donc pouvoir être acheminée jusqu'au muscle afin de déclencher sa contraction. Mais alors attention, car un message nerveux qui arrive du cerveau ne voudra pas nécessairement dire qu'il y aura contraction. En effet, le motoneurone qui est situé au niveau de la moelle va intégrer plusieurs données. Il va intégrer le message qui arrive du cerveau, certes, mais également des messages nerveux qui peuvent arriver des voies sensitives. Prenons un exemple. Nous avons ici 2 motoneurones. Le motoneurone du solaire, du mollet, en violet, et le motoneurone du jambier, ici en rouge. Eh bien, je vois que le motoneurone du solaire, il est connecté à 2 neurones. Il est connecté à un neurone sensitif du solaire, donc ici en vert, et qui va apporter donc les informations relatives à l'étirement du muscle. Et il est connecté également à un neurone cérébral, par l'intermédiaire d'un petit interneurone, qui est ici en bleu. Si on enregistre l'activité électrique dans ces différents neurones, dans différents cas de figure, voilà ce qu'on a. Donc en cas de réflexe myotatique achillien, donc si on tape avec un petit marteau sur le tendon d'Achille, voilà ce qu'on obtient comme enregistrement. Donc là, le neurone sensitif vert et le motoneurone violet sont activés, ce qui aboutira donc à la contraction du solaire. Bon, ça c'est plutôt logique. Si maintenant on a une flexion volontaire du pied, voilà ce qu'on aura. Le neurone cérébral orange et le motoneurone du jambier vont être activés. Encore une fois, c'est plutôt logique. Mais maintenant, c'est intéressant de voir ce qui se passe si on fait les deux à la fois. C'est-à-dire une contraction volontaire du jambier et un réflexe myotatique. Donc si l'individu demande une contraction normale du jambier, c'est-à-dire sans forcer trop, voilà ce qu'on a, c'est-à-dire que les 4 neurones sont stimulés. Bon, c'est plutôt logique compte tenu des résultats précédents. Mais si maintenant on demande à l'individu de contracter volontairement fortement le jambier, voilà ce qu'on a, et là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de message nerveux dans le motoneurone du solaire. Et ça veut dire que, du coup, le message nerveux arrivant du cerveau a inhibé, via l'interneurone, le message nerveux du motoneurone violet. Donc on voit bien là que mon motoneurone violet, là, il doit composer avec des informations qui arrivent de sources différentes, et qui parfois peuvent être contradictoires entre elles. Donc c'est pour ça qu'on dit que les motoneurones ont une fonction intégratrice des messages nerveux qui leur arrivent dessus. En revanche, au niveau de la fibre musculaire elle-même, là on a bien chaque zone du muscle, donc que l'on appelle unité motrice, qui est connectée à un seul motoneurone. On n'a donc pas d'intégration à ce niveau-là. Donc la puissance de la contraction de chaque unité motrice, elle dépendra uniquement de la fréquence des potentiels d'action qui vont transiter dans le motoneurone associé. Voilà, j'en arrive maintenant à la deuxième partie de ce cours qui traite de la plasticité cérébrale. Partons tout d'abord d'un constat. Nous avons réalisé une cartographie du cortex moteur chez 4 individus et voilà ce qu'on a obtenu. On voit bien qu'on a à peu près les mêmes zones aux mêmes endroits. Par exemple, pour la zone contrôlant le pied, on voit bien qu'elle est à peu près au même endroit pour les 4. Mais on voit aussi des variations.
Par exemple, les individus A et B semblent avoir une zone associée à la motricité des doigts qui est bien plus grande que les individus C et D. Au contraire, l'individu D semble avoir une zone plus large associée à la motricité de l'avant-bras. Du coup, on se rend compte que, selon les individus, on n'aura pas la même finesse de mouvement pour les différentes zones de notre corps. Alors à quoi c'est dû ça? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Donc pour cela, prenons deux singes. Chez un des deux singes, on lui donne de la nourriture dans un petit plateau, ce qui va l'obliger à être minutieux avec ses doigts et donc à les utiliser d'une manière soutenue. Chez l'autre, on va lui donner sa nourriture plutôt répartie dans un grand plateau, ce qui va l'obliger à davantage utiliser ses bras et avant-bras. On les entraîne dans ces conditions-là pendant plusieurs semaines. Puis, on cartographie leur cortex moteur, toujours à l'aide d'un petit stylet électrique. Et voici les résultats. Donc là, on voit clairement que chez le singe qui a utilisé ses doigts dans le petit plateau, la zone dévolue au contrôle des doigts est bien plus étendue, alors que chez l'autre singe, ce sont plutôt les avant-bras qui sont davantage représentés. Cette petite expérience nous apprend donc que plus on va utiliser certains muscles, plus le cortex moteur associé à ces muscles sera étendu. Eh bien c'est ça la plasticité cérébrale, c'est cette capacité de notre cerveau à s'adapter selon les fonctions qui sont les plus utilisées. Le cerveau va en effet adapter ses réseaux de neurones de façon à ce qu'ils soient les plus efficaces, les plus fonctionnels possibles vis-à-vis des tâches qui lui sont demandées. Donc par exemple, un droitier qui s'entraîne tous les jours à jouer au tennis va, grâce à ceci, progressivement acquérir une meilleure motricité de son bras droit, ce qui va lui permettre d'être de plus en plus efficace. Vous l'aurez compris, ce phénomène de plasticité cérébrale est vraiment à la base de tout processus d'apprentissage. Et cette plasticité cérébrale est également fondamentale pour les processus de rééducation, notamment après un AVC ou un traumatisme crânien. Un AVC situé dans le cortex moteur va en effet entraîner une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie de la moitié du corps, du côté inverse de l'endroit où a lieu l'AVC. La zone détruite par l'AVC ne peut pas être mise en service car les tissus nerveux ont beaucoup de mal à se régénérer. Cependant, grâce à la plasticité cérébrale, le cerveau peut attribuer de nouvelles zones aux fonctions qui ont été perdues. Du coup, l'hémiplégie peut, dans certains cas, complètement disparaître. Bien sûr, une bonne rééducation est essentielle dans ce cas-là, afin d'activer et de stabiliser les circuits de neurones qui sont impliqués dans les mouvements que l'on souhaite récupérer. Cette plasticité cérébrale, elle existe pendant toute notre vie, mais elle a tout de même tendance à diminuer avec l'âge. C'est pourquoi il est beaucoup plus difficile, par exemple, d'apprendre à jouer du piano à 50 ans qu'à 10. Il faut cependant savoir que cette perte de plasticité cérébrale peut être limitée en maintenant une activité sportive et intellectuelle tout au long de sa vie. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui, et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.